Armement, stratégie, bienvenue dans les coulisses de la planète défense. Au programme cette semaine, l'avancée fulgurante des djihadistes en Irak. On s'intéressera également à l'art du camouflage militaire. Mais tout de suite, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. On commence cette semaine en Israël alors que l'opération Gardien de nos frères est toujours en cours en Cisjordanie pour retrouver les 3 adolescents kidnappés depuis 2 semaines. Un missile envoyé depuis des positions de l'armée syrienne a tué un enfant israélien et blessé 2 autres adultes à ses côtés. Un raid de l'armée israélienne a ensuite pilonné des cibles syriennes. 10 soldats syriens auraient été tués et d'importants dégâts au sol constatés. On se rend également au Liban où un terroriste s'est fait exploser dans un hôtel au cœur de Beyrouth à proximité de l'ambassade saoudienne, blessant au moins 4 officiers libanais. Et ce, 2 jours après qu'une voiture piégée ait explosé dans la banlieue de la capitale libanaise, blessant au moins 12 personnes. L'explosion a eu lieu dans une place forte du Hezbollah, au moment où des supporters regardaient un match de football du mondial. Le Hezbollah chiite accusait les djihadistes sunnites d'être responsables de ce regain de tension. On conclut cette semaine au Sri Lanka. Le président Mahinda Rajapakse a dirigé les célébrations militaires du 5e anniversaire de la fin de la guerre civile et de la victoire sur les tigres tamouls. Le président a déclaré qu'il ne cédera pas à la pression occidentale qui le pousse à ouvrir une enquête sur la mort de dizaines de milliers de civils et la disparition de milliers d'autres dans la dernière phase du conflit. Et au cœur de l'actu défense de cette semaine également, c'est la crise qui s'aggrave en Irak. Malgré les pressions américaines, le Premier ministre Nouri al-Maliki refuse de former un gouvernement d'union nationale d'urgence pour faire face à l'offensive fulgurante des djihadistes. On en parle dans un instant avec notre invité, c'est juste après ce rappel des faits. L'union fait la force. L'État islamique en Irak et au Levant et le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, l'ont bien compris. Les 2 groupes djihadistes ont scellé leur alliance dans la nuit de mardi et mercredi à la frontière de la Syrie et de l'Irak. Ils étaient pourtant des ennemis jurés, mais cette nouvelle fusion pourrait permettre aux 2 groupes armés d'étendre leur influence des 2 côtés de la frontière syrio-irakienne et de créer un État islamique sur cette zone. Une nouvelle menace pour le Premier ministre irakien al-Maliki, qui depuis le début du mois de juin ne parvient pas à endiguer l'offensive de IL. Une offensive qui s'étend désormais jusqu'en Syrie. Ce mercredi, une attaque syrienne a tué 5 civils irakiens. En déplacement en Irak, le secrétaire d'État américain John Kerry a rappelé la nécessité de la formation d'un nouveau gouvernement irakien. Ce que j'ai rappelé aux gens, c'est l'importance pour eux de prendre la décision de poursuivre le processus constitutionnel et créer un cadre au sein duquel les alliés de l'Irak ont la possibilité de leur venir en aide. Sans un gouvernement compétent, prêt à aller de l'avant et à unifier le pays, ce qui est nécessaire, il sera très difficile de se battre contre le IIL, en tout cas dans sa forme actuelle. En vertu du système en vigueur, le président de l'État irakien est censé être kurde, le Premier ministre chiite et le président du Parlement sunnite. Mais depuis les élections législatives en avril dernier, de nombreuses divergences bloquent la formation de ce nouveau gouvernement. Au cours d'une allocution télévisée, Nouri al-Maliki a exclu toute procédure d'urgence. Ce n'est un secret pour aucun Irakien. L'appel à la formation d'un gouvernement de salut national cache des objectifs dangereux. C'est simplement une tentative de ceux qui s'insurgent contre la Constitution de mettre fin au processus démocratique naissant. C'est une atteinte à la Constitution. Washington, qui prend peu à peu ses distances avec al-Maliki, a néanmoins promis l'envoi de 300 conseillers militaires. 40 d'entre eux sont arrivés en Irak mardi soir. Et j'accueille sur ce plateau Rachel Kansfeder, chercheuse au Centre d'études moyen-orientales Moshe Dayan. Bonsoir. Shalom. Alors que l'on comprenne bien, qui sont les combattants de l'EIL? Quelle est l'origine du groupe? L'organisation a commencé à agir au premier jour de l'invasion américaine en Irak. Et ensuite, à l'époque, ils agissaient sous le parapluie de Al-Qaïda, mais dans une phase, ils ont commencé à agir en Syrie et à rentrer en conflit avec Al-Qaïda. Et ils sont encore en conflit avec eux. Et même si ces derniers temps, on a entendu des rapports sur une alliance entre Al-Qaïda en Syrie et Al-Nosra et Daesh, mais c'est probablement une alliance temporaire, éphémère. Alors, quelle est la capacité de nuisance du groupe? Est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions, à savoir créer une sorte de djihadistan dans la région?
il n'y a aucun doute que c'est l'objectif de cette organisation. Effacer les frontières laissées par les Britanniques et les Français dans la région et créer un État djihadiste. Il y a en gros 17 000 combattants qui agissent en Syrie et en Irak, mais ils doivent agir d'une manière civile aujourd'hui pour établir un État. Et il y a beaucoup de forces qui agissent contre eux, les Irakiens, les Russes également. Et ils ont établi une alliance avec les sunnites, les sunnites d'Irak qui sont en opposition au gouvernement chiite. Mais il faut avoir conscience que les sunnites irakiens ne sont pas forcément intéressés par l'établissement d'un État islamique. En fait, ce qu'ils veulent, c'est reprendre le pouvoir à Bagdad qu'ils avaient perdu avec la chute de Saddam Hussein. Alors vous venez d'évoquer les États-Unis et l'Iran, tous deux ont envoyé des unités de renseignement sur place. Est-ce que ces deux ennemis d'hier coopèrent ensemble sur le terrain pour contrer cette avancée des djihadistes ? Oui, je pense qu'on parle d'une coopération très discrète au niveau des renseignements. On ne verra pas d'opération conjointe aux États-Unis et à l'Iran en Irak. C'est très difficile à croire. Mais la coopération au niveau des renseignements, oui, elle est probable. Et nous devons nous rappeler que les États-Unis et l'Iran ont des objectifs tout à fait différents concernant l'Irak, sur le long terme. Sur le court terme, ils veulent tous deux repousser la menace représentée par les îles. Donc là encore, une alliance de circonstances. Merci beaucoup Rachel Kantz-Feder pour cette interview. La suite, à présent, de notre feuilleton immersion au sein de l'armée française. On suit cette fois 12 candidats qui ont passé les épreuves de test d'entrée au groupement commando de montagne. Ténacité, endurance, rigueur sont les maîtres mots. Une immersion pour un parcours nautique de nuit. Et au matin, vers l'Alpe d'Huez, être au départ d'une course en montagne. C'est une partie de la semaine de sélection d'entrée au groupement de commando de montagne pour les candidats du 93e régiment d'artillerie de montagne. Dur, deuxième jour, et ça commence à marquer physiquement, mais c'est pas sur 2 jours, c'est sur une semaine. Donc, il va falloir se taper dedans et en même temps tenir la distance. J'ai envie de réussir cette sélection qui est rude, rigoureuse, mais c'est vraiment la bonne école. De première classe à l'adjudant, ils sont là pour tout donner afin d'atteindre leur but. Aujourd'hui, nous les avons testés essentiellement sur la partie montagne. Donc l'épreuve du matin consistait à une montée de 1100 mètres, donc 600 mètres sur sentier et 500 mètres en milieu hivernal, donc avec les skis de randonnée pour atteindre le Pic Blanc à 3330 mètres. La montagne, c'est bien évidemment aussi la verticalité. Cet après-midi, là, donc sur le site où on est, donc on évalue leur aisance tant sur l'escalade purement et simplement que sur des équipements de passage. Rusticité et technicité en montagne sont des points clés. Mais le combat reste le but essentiel de cette unité d'élite. Les différentes missions qui lui sont imparties sont des missions de renseignement, tant renseignement sur axe, sur objectif ou sur zone. Toutes les équipes GCM sont en mesure d'appuyer leur régiment et leur mettre en place des équipements de passage pour faciliter l'engagement de la troupe dans des milieux montagneux. En fin de semaine, 6 candidats sur 12 ont été retenus pour être commando de montagne. 3 militaires du rang et 3 sous-officiers. Voir sans être vu, le camouflage sur le champ de bataille est tout un art et un nouveau système israélien, vous allez le voir, a été conçu pour permettre aux soldats de se déplacer la nuit en toute sécurité sans laisser la moindre trace. Quand les soldats enfilent leur cape d'invisibilité, c'est un sujet signé Mathias Inbar et Liran Musli. Le camouflage est une méthode de dissimulation. Il permet à un organisme visible ou à un objet de passer inaperçu se fondant avec son environnement. Même s'il semble plus aisé de se camoufler la nuit, la Seconde Guerre du Liban a prouvé que l'obscurité n'est plus le meilleur moment pour se cacher.
En 2006, nous avons opéré au sol dans la nuit, pensant que cela constituait un avantage tactique, mais dans les faits, nous avons réalisé que l'ennemi possédait des capteurs thermiques achetés pour seulement 3 000 $. Nous étions donc ceux qui étaient surpris, ils nous attendaient. Quelques années après cette guerre, une société israélienne, Ametrin Technologies, a développé un nouveau système de camouflage. Il bloque les radiations et réduit les chaleurs thermiques produites par le corps humain. Son objectif, protéger le soldat sur le champ de bataille. Dans des mots très simples, je dirais que ce camouflage transforme le soldat en fantôme. Les caméras thermiques ont un ordinateur qui décrit parfaitement les cellules du corps humain et les analyse, qu'il fasse chaud ou froid. Pour être invisible, nous avons créé un système qui bloque les radiations et permet aux soldats de se fondre dans l'environnement. Cette technique est déjà utilisée par le ministère de la Défense israélien et donc la plupart des unités d'infanterie de Tsahal. À l'instar de ce camouflage, le système est utilisé également pour des points de contrôle improvisés. Vous pouvez améliorer vos points d'observation et ainsi détecter l'ennemi et surtout tirer des missiles anti-chars. Comme vous pouvez le voir, il fait très bon ici alors qu'il fait 30 degrés à l'extérieur. Il y a comme une barrière thermique à l'intérieur. Ces capteurs, s'ils détectent une chaleur à une dizaine de mètres, peuvent changer 100% de son camouflage. Nous avons créé cette compagnie après que nos ennemis aient développé de nouvelles techniques thermiques. Notre but était d'apporter de nouveaux avantages à l'armée israélienne au sein de toutes ces unités. Et j'accueille un expert dans l'art du camouflage, Monsieur Shlomo T. Bonsoir. Alors de votre expérience, est-ce que vous avez souvenir d'une opération camouflage particulièrement réussie? C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'opérations de ce genre. Il est difficile d'en parler. Et je préfère ne pas en parler. C'est trop délicat de ne pas parler de cette opération. Alors dites-nous comment est-ce que ça peut aider sur le terrain? À quel point est-ce que c'est essentiel ce camouflage dans le champ de bataille? Oui, le camouflage est indispensable sur le champ de bataille. C'est notre moyen de nous cacher et de ne pas être vu par l'ennemi vers lequel on progresse et que l'on suit. Alors, vous dites que c'est une méthode d'approche de l'ennemi, une méthode d'approche humaine, mais ça met quand même en danger la vie du soldat. Aujourd'hui, avec toutes les technologies dont l'armée israélienne dispose, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? En fin de compte, nous voulons parvenir à l'ennemi. Et comme nous l'avons vu dans le reportage, il y a des positions dans lesquelles nous suivons ou nous observons l'ennemi. Et il y a un soldat qui veut parvenir à l'ennemi et rentrer en contact avec lui. Il n'a pas le choix. Il faut essayer de se rapprocher de l'ennemi le plus possible sans être découvert auparavant. Alors justement, sans être découvert, qu'est-ce qui peut trahir dans une opération camouflage? D'où vient le piège le plus difficile à éviter? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est le bruit? C'est quoi? Et le camouflage est quelque chose de très complexe. Il faut se camoufler de l'œil qui nous regarde et il faut nous camoufler aussi des jumelles, des moyens d'observation perfectionnés sur de grandes distances. Et en fin de compte, il faut donner une solution à tout ce domaine et par exemple un tissu ou quelque chose qui peut cacher tous les moyens, tous les équipements que l'ennemi tente d'observer, c'est très complexe. C'est très complexe et ça coûte cher, on imagine. Pas vraiment, en fait. Dans ce contexte, le coût de camouflage est beaucoup plus bas que le coût des moyens d'observation, par exemple, qui sont mis en œuvre pour observer ceux qui se camouflent. Alors, quels sont les pays dans le monde qui utilisent la technicité, les techniques d'Israël en termes de camouflage?
Je ne veux pas rentrer dans toute cette histoire des sociétés israéliennes qui vantent, qui sont spécialisées en matière de sécurité et qui vendent des systèmes à l'étranger, et parfois perfectionnés. Et il y a aussi en Israël, effectivement, Israël donne et vend ce genre de système à travers le monde. On le voit, hein, vous pesez chaque mot que vous dites, on imagine que ça fait partie de l'opération camouflage. Merci beaucoup Shlomo T pour cette interview et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Prochaine immersion au cœur de la planète défense et dès la semaine prochaine.